Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis en compagnie de mon cher Napoléon, mon chat. Alors celles et ceux qui me suivent sur Instagram le voient passer régulièrement. C'est un pot de colle adorable, mais qui ronronne très fort et qui est sur mes genoux. Donc si vous entendez un petit bruit de fond en forme de ronron, ce sera le petit coucou de Napoléon dans le podcast. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des 5 clés que j'utilise au quotidien, d'abord pour moi et aussi dans mes accompagnements, dans ce que je transmets. C'est un peu comme un trousseau de base de ces clés qui aident finalement à pouvoir se positionner différemment, qui aident à mieux comprendre euh, ce qui se passe pour soi, ce qui se passe parfois pour les autres. Ça aide à apprendre à changer son regard et à réussir à se positionner différemment, à s'affirmer différemment et à déjà enclencher un bon démarrage vers le plein de débordement de qui tu es profondément. Donc ces 5 clés euh, sont des principes simples, tout simples. Mais comme beaucoup de choses simples, c'est loin d'être facile. C'est pas la même chose simple et facile. Donc les clés que je vais te donner sont simples, mais tu verras que leur mise en pratique au quotidien n'est pas si facile et c'est normal. Ne commence pas à te dire que c'est tout simple et que du coup, tu es très nul parce que tu n'arrives pas à les appliquer. Parce que c'est en fait c'est pas facile du tout. Donc la première des clés, c'est de bien toujours se rappeler que les faits sont neutres. Alors quand je dis neutre, qu'on se méprenne pas, neutre, ça ne veut pas dire pas grave. Euh, qu'on ait un accident de voiture, qu'on soit victime d'une agression, qu'on soit licencié, qu'on soit dans une séparation douloureuse, qu'on se soit engueulé avec ses amis ou je ne sais quoi. Tout ça, c'est des éléments de contexte, mais qui sont neutres. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas douloureux, qu'ils ne sont pas graves, qu'ils ne vont pas avoir des conséquences, mais ils sont neutres. Pourquoi ? Parce que la seule chose qui te concerne finalement, c'est la manière dont tu vas réagir à cet événement. Et si les faits n'étaient pas neutres, il y aurait un manuel avec les différentes choses qu'on peut traverser dans une vie et la manière d'y réagir. Et ce serait pareil pour tout le monde en déduirait la même chose, tout le monde traverserait ça de la même manière. Il n'y aurait absolument aucune différence pour personne. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Quand, je sais pas si tu vis une séparation par exemple, toutes les personnes qui vivent une séparation ne vont pas le vivre de la même manière, ne vont pas être blessées par les mêmes choses, ne vont pas en tirer les mêmes conclusions, ne vont pas envisager leur relation suivante de la même manière, etc. Donc, quand tu traverses n'importe quel moment de ta vie, finalement, le moment en lui-même est neutre. Par contre, il vient réveiller à l'intérieur de toi, appuyer sur des boutons à l'intérieur de toi qui sont tes boutons à toi. Donc il y a des boutons sensibles qui peuvent faire mal ou qui peuvent te mettre en colère instantanément, quand d'autres ne voient même pas en quoi il y a un problème dans une situation qui, toi, va te faire complètement vriller. Et inversement, ça t'est déjà sûrement arrivé de voir quelqu'un vriller totalement sur un sujet qui, toi, te laisse d'une indifférence incroyable. Donc le contexte est neutre et finalement les événements qu'on traverse viennent nous apprendre comment nous, on se perçoit. Et la manière dont on se perçoit, pour moi, elle est composée de différentes choses. Elle est composée à la fois de ce que tu es profondément, des différentes valeurs qu'on a pu te transmettre, du milieu dans lequel tu as grandi, du pays dans lequel tu as grandi. On ne va pas nous transmettre les mêmes choses selon les pays dans lesquels on vit. Donc on est aussi pétri de tout ça, des valeurs de la société dans laquelle on est, des valeurs de notre famille.
Ensuite, il y a aussi, bah, nos amis, il y a nos expériences, et tout ce qui va nous arriver et la manière dont on va les traverser vont être comme autant de filtres qui vont faire qu'on a une vision du monde, unique et qui ne parle que de nous. Donc c'est très important de se souvenir quand il nous arrive quelque chose que le fait est neutre. Donc, encore une fois, c'est tout simple, mais quand on est dans une situation où qu'on s'engueule avec quelqu'un qu'on trouve très con et qu'on a juste envie de l'insulter et que si on est en colère, c'est quand même à cause de cette personne qui nous fait chier en face. Alors oui et non, oui et non, parce que il y a ce côté, euh, il y a ta manière de réagir. Et ça t'appartient à toi. Et le contexte n'a rien à voir là-dedans. Puisque, encore une fois, d'autres personnes auraient réagi tout à fait différemment dans une situation absolument similaire. L'idée n'est absolument pas de venir dire que tu as tort ou raison d'agir de telle ou telle manière, que ta réaction face à telle situation, ce n'est pas une erreur. Tu ne te trompes pas. Tu n'as ni tort ni raison d'ailleurs. Je pense que c'est vraiment le truc que je vais répéter le plus tout au long de ces podcasts. L'idée n'est jamais de savoir si on a tort ou raison ou si la personne en face a tort ou raison, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de comprendre, waouh, pourquoi ça me fait aussi mal, par exemple, dans une situation comme ça. Je sais pas, quand mon patron euh, vient critiquer mon travail, pourquoi ça m'effondre alors que les autres, ils s'en foutent. Ben, c'est à quelle part de toi blessée à l'intérieur, à quoi ça te ramène que dans une situation donnée, ça te fasse si mal ou que ça te mette autant en joie, etc. Donc, ça permet d'avoir une certaine distance, d'avoir un certain recul, non pas pour nier l'émotion qui va être liée à ton contexte, mais bien pour pouvoir en faire quelque chose après. Donc, une fois qu'on a compris que les faits sont neutres, il faut aussi comprendre que dans ce qu'on traverse, la responsabilité est toujours de 50-50. Alors, pareil, la responsabilité, je vais prendre 2 minutes pour expliquer ce que j'entends par le terme responsabilité. Quand je dis responsabilité, je ne parle absolument pas de faute. Je ne dis pas que c'est de la faute de... la faute n'est pas partagée à 50% dans ce qui nous arrive. Pourquoi? Parce que la faute implique un jugement moral. Il y a une histoire de valeur morale derrière la faute et il y a du jugement. Là, l'idée, c'est pas de savoir qui a tort et qui a raison, parce que ce n'est de la faute de personne. Par contre, la part de responsabilité, c'est le périmètre qui t'appartient, le périmètre sur lequel tu peux avoir une possibilité d'action et de modification. Donc finalement, il n'y a que ta part euh, sur laquelle tu vas pouvoir avoir une action. Je te donne un exemple. Si tu es quelqu'un qui s'énerve en voiture, euh, bien sûr que quand quelqu'un te coupe la route ou conduit n'importe comment, que ça t'a mis en danger, peut-être tu t'énerves parce que tu as eu peur d'avoir un accident, ou tu t'énerves parce que quand même les gens sont cons, ou tu t'énerves parce que toi tu connais le code de la route et que c'est quand même pas compliqué de faire un effort, que tu t'énerves parce que toi tu fais attention aux gens sur la route et que les autres ils ont l'air d'en avoir rien à foutre et qu'ils roulent comme s'ils étaient tout seuls. Et donc voilà, encore une fois, ça va être différentes déductions et différentes phrases qui vont venir dire ça me met en colère. Donc l'idée, c'est de comprendre que c'est chez toi que naît la colère. Et c'est assez parlant en voiture. Pourquoi? Parce que la personne dans la voiture, tu ne sais absolument pas qui c'est, mais elle va réussir à te mettre en colère. Donc on voit bien dans une situation comme ça que la personne en face, finalement, n'y est la personne en elle-même, hein, n'y est pour rien. Elle s'est pas levée le matin en se disant qu'à tel rond-point, elle allait te couper la route à toi pour te mettre en colère. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Elle a mal conduit parce qu'elle est dans la lune, parce que elle est en train de chanter parce qu'elle est heureuse, ou parce que il y a quelqu'un de son entourage qui a eu un accident et qu'elle fonce pour arriver à l'hôpital et que le code de la route, elle en a rien à secouer à cette seconde-là, mais c'est pas du tout contre toi. Donc l'idée, c'est de comprendre que quand un événement type là en voiture va te mettre en colère, c'est de comprendre que le seul levier d'action que tu aies, c'est de comprendre ce qui te met en colère et d'éventuellement t'apaiser là-dedans. Parce que si tu crois que c'est vraiment les autres qui sont responsables intégralement de ta colère, eh ben, tu vas rester en colère en voiture en te disant de toute façon, tant que les gens conduiront comme des cons, je serai en colère parce que c'est normal. Quand les gens conduisent mal, ça met en colère, c'est normal. Donc bah écoute, quand les gens auront arrêté de conduire comme des cons, moi je serai calme au volant. Et donc c'est remettre totalement à l'extérieur la possibilité, la clé de sortie de cette situation qui finalement
bah, te fait souffrir toi. C'est toi qui te mets en colère dans ta voiture, auprès de personnes différentes qui ont absolument pas conscience de ce qui se passe dans ta voiture à toi, et dans tes émotions. Donc c'est là où on voit bien que c'est pas possible de remettre l'intégralité de, de la modification, heu, de 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 la situation, hem, c'est pas possible en fait, que ça vienne que des autres. Et on a souvent tendance à se croire soit 100 victime, soit 100 bourreau. Alors qu'en réalité, c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'on c'est 50-50. C'est-à-dire qu'il y a, ce qui va arriver par l'extérieur et ce que toi tu vas faire ou pas faire. Quelqu'un, je sais pas moi, je vais reprendre l'exemple du au travail, il y a un de tes collègues, qui, je sais pas, te manque de respect jour après jour ou qui te colle, sa charge de travail sur le dos, parce que tu dis rien. Donc tu ne peux rien, en fait, tu ne peux pas l'empêcher. Tu ne peux pas juste attendre qu'un matin, il arrête de se comporter comme ça pour que toi, tu ailles enfin mieux. La part de responsabilité qui est la tienne, ton périmètre d'action possible, ça va être un jour de réussir à dire: «Écoute, arrête de te comporter comme ça, c'est inadmissible», de ne plus laisser faire. Ça, c'est quelque chose que toi, tu peux, sur lequel tu peux agir, interagir. Mais sur le fait que lui finisse par se rendre compte que c'est inadmissible et qu'il va s'arrêter de lui-même parce que, c'est en train de te faire souffrir, ça n'arrivera pas, en fait. C'est lui, encore une fois, c'est neutre, c'est pas spécialement contre toi. Peut-être que lui, il est débordé, que lui-même n'ose pas le dire à son supérieur et que du coup, il fait redescendre le travail sur les autres, que c'est une cascade, que personne se positionne. Donc c'est encore une fois pas personnel parce qu'il y a une neutralité dans les faits. Mais après, si entre, différentes personnes dans l'entreprise, il y a, une personne qui, a un peu ce côté, bonne poire, trop gentil, qui dit oui, cause pas, qui veut bien faire, et qui du coup se tue à la tâche en prenant tout et d'autres qui disent, «Bon alors là, débrouille-toi avec ton taf, je t'aiderai si tu veux, quand j'aurai fini, mais je vais certainement pas faire ton travail à ta place». Bah oui, forcément cette personne qui a besoin de déverser son travail ailleurs, peu importe la raison, ben va venir plutôt vers la personne où ça se sent qu'elle dit rien. Mais le fait de se faire submerger comme ça, par des comportements abusifs quels qu'ils soient, c'est aussi parce que, la part qui nous appartient, c'est d'apprendre à se positionner, en fait. D'apprendre, à venir dire que c'est plus possible, que ça ne nous convient pas, que c'est pas normal et cetera et de venir se positionner. Une autre chose, qui s'enchaînent très bien, c'est les évidences. Je crois que c'est le truc qui pour moi est le plus source d'incompréhension, de souffrance, pour différentes raisons. Pourquoi? Parce que les évidences sont tellement évidentes que bien souvent, soit on n'arrive même pas à les voir ou à les conscientiser comme si c'était trop près de nous. Si ton nez, il est au milieu de ta figure, je veux dire, tout le monde le voit, mais toi, tu le vois pas ton nez. T'es trop près. T'es trop près de ton nez, tu peux même pas le voir en fait. Alors que les autres, ils voient que ça. C'est en plein milieu de ta figure, il y a aucun problème. Bah, les évidences, ça fait un peu ça. C'est-à-dire que quand c'est tellement évident pour toi, soit t'es noyé dedans et ça devient tellement évident qu'il y a même plus de conscience sur, par exemple, une qualité que tu vas avoir. Hem, Souvent, on n'a pas confiance en soi, on n'a pas une super estime de soi, et donc les choses qu'on sait faire hyper naturellement et qui vont nous demander aucun effort, ou vraiment très peu, quelque chose qu'on fait vraiment très facilement, avec joie, avec plaisir, avec facilité, bah, ça n'a aucune valeur. Parce qu'on est quand même dans une société où on nous apprend que le travail, le mot travail, déjà rien que dans l'étymologie, ça vient de tripalium, qui est quand même juste un instrument de torture. Donc on voit bien que le côté travail, il y a une notion énergétique dans ce mot-là qui est de pénibilité, en fait. D'aller au charbon, d'aller à la mine. Bah oui, la vie c'est dur, bah oui, bosser c'est dur. On nous véhicule ça. Ou il y a aussi le côté de faut souffrir pour mériter. Si tu travailles dur, que tu as beaucoup transpiré, que tu t'es cassé le dos, que tu as fait des heures et des heures, que tu t'es épuisé et que là tu gagnes ton salaire, bah tu l'as pas volé. Hein. Et par contre, s'il n'y a pas cette notion de labeur, c'est comme si l'argent était presque pas mérité. Alors c'est peut-être pas aussi clair que ça, dans ton esprit, mais il y a une espèce de chape inconsciente quand même autour de ça. Donc il y a cette idée avec laquelle on grandit que ce qui est naturel et facile n'a pas de valeur. Et comme en général on a une super estime de soi, bah, ce qu'on sait faire très très bien,
Déjà, on imagine que parce qu'on ne sait voir le monde qu'à travers ses propres yeux, forcément, bah, que si nous on sait le faire, tout le monde sait le faire. Et c'est là où on va pas forcément bien se connaître et qu'on va pas réussir à voir toute la particularité qui est la nôtre, toutes nos qualités, les choses qu'on sait faire naturellement, nos compétences, mais pas forcément qui ont été apprises, mais des choses qu'on sait faire. Je sais pas, les gens qui ont une mémoire incroyable, à qui ça demande aucun effort de mémoriser des trucs, ne voient pas la valeur de ce truc-là, puisque pour eux, bah, s'ils arrivent à mémoriser comme ça, ils arrivent même pas à concevoir que quelqu'un puisse ne pas mémoriser. Ils savent même pas ce que ça ferait de pas pouvoir mémoriser et de devoir fournir un effort pour apprendre quelque chose, tellement pour eux c'est facile. Mais du coup, c'est pas si simple de se rendre compte que tout le monde ne sait pas faire ça et que c'est un vrai avantage ou en tout cas une vraie qualité qui peut vraiment servir et dont il faut savoir bah, se servir tant qu'à faire, quitte à avoir une bonne mémoire, mais autant s'en servir. Et pour, pas forcément que pour soi, mais aussi peut-être pour mettre au service des autres. Donc il y a toutes ces choses-là, quand c'est trop évident, on ne va pas voir la valeur. Et pour moi, les évidences recèlent nos plus grands trésors, nos plus grandes valeurs. Euh, Voyez, apprenez à regarder là où ça ne vous demande pas d'effort, là où c'est facile pour vous, là où c'est tellement évident que voilà, il n'y a même pas de questions à vous poser. Bah, dites-vous bien que derrière cette évidence-là se cache un super trésor. Donc ça, c'est pour la partie plutôt lumineuse de l'évidence, encore que bah, ça a un effet pour le coup contre-productif, puisque quand c'est tellement évident, bah voilà, on a du mal à valoriser ce qu'on sait faire et à s'en servir. Là où ça va venir poser des problématiques plus marquées, les évidences, c'est que ce sont des choses qu'on ne va pas prendre la peine de dire, parce que c'est quand même évident. Je reprends l'exemple de tout à l'heure avec le collègue de boulot. J'ai quand même pas besoin de lui dire que ça me gave, qu'il me colle son boulot sur le dos. C'est quand même évident que j'ai autre chose à foutre et que j'ai pas envie de m'occuper de son travail. Et bah parce que c'est évident, et ben on va pas prendre la peine de le dire. Et il y a un moment donné, si on ne pose pas les choses, bah, les autres, soit ils se rendent même pas compte que ça pose un problème, soit ils s'en rendent compte puis ils s'en foutent. Après tout, si vous dites rien, c'est que ça vous dérange pas tant que ça. Donc il y a vraiment cette notion de plus c'est évident, plus ça vous semble bête, tellement c'est évident, plus il faut que vous appreniez à dire ça, précisément ça, ce qui est si évident. Et voyez ce truc de enfin bon, c'est quand même évident que quand on arrive avec une demi-heure de retard, systématiquement, c'est inadmissible. Mais il y en a qui planent à 20 000 avec les horaires et qui vont pas voir le problème et qui, eux, s'en foutent quand les gens sont en retard. Même ils sont peut-être contents parce qu'ils sont eux-mêmes souvent à la bourre, que du coup, bah, ça leur a permis de terminer un truc ou je ne sais pas quoi. Il y en a qui vont même pas, pour qui c'est vraiment pas un problème. Donc si on ne dit pas les choses les plus évidentes, ça vient être une source de quiproquos, de non-dits du coup, et les non-dits, c'est vraiment du poison. Une malédiction, c'est quelque chose qui est mal dit. Vous entendez dans le langage des oiseaux, maldiction, malédiction. Quand une bénédiction, c'est béné, bien, et diction, dire, c'est des choses qui sont bien dites. Une bénédiction, c'est des choses qui sont bien dites. Quand une malédiction, c'est des choses qui sont mal dites, voire pas dites. Donc il y a vraiment, dans l'absence de communication, et de communication réelle, parce que juste parler pour dire oui, oui, et pas aller en fait dans l'authenticité, bah, c'est pas de la communication en fait. Et c'est presque pire de croire qu'on communique quand en réalité on communique pas de manière authentique ou qu'on met pas les mots là où il y en a besoin. Et plus vous avez l'impression vraiment qu'il n'y a pas besoin de mots, plus c'est là qu'il faut en mettre. Il y avait une phrase que j'avais vue que j'adorais, c'était quand on croit être transparent alors qu'en fait on est opaque, on prend l'incompréhension de l'autre pour de l'indifférence, voire pour une volonté de nuire. Mais c'est là où toutes ces évidences et cette manière de communiquer qu'on ne on sait pas communiquer en fait simplement, clairement. Attention, encore une fois, c'est pas facile. Mais ça s'apprend en fait de communiquer de manière authentique. Pour ça, il faut aussi apprendre à se connaître, pour justement comprendre nos propres enjeux et être capable du coup de mettre des mots dessus, d'abord pour soi, puis en fait pour les autres. Par contre, ça n'oblige pas l'autre, à aucun moment ça n'oblige l'autre à, à être d'accord avec nous ou à valider ou à faire la demande qu'on pose. Mais il y a plus de chances d'obtenir de l'aide ou du soutien ou qu'une situation change si on pose les choses
que si on attend. Ça, c'est une évidence. Ah Du coup, je le dis. Quand c'est évident, vraiment, il faut mettre des mots dessus. Sentez quand vous avez envie de dire, bah c'est évident, hein, je vais quand même pas. Vous voyez, bah, pile poil à ce moment-là, il faut absolument mettre des mots. Parce que de ces évidences-là vont découler une des autres clés qui sont les efforts invisibles. Euh, Faire un effort, ça veut dire utiliser une partie de son énergie pour faire quelque chose qu'on n'aurait pas fait peut-être spontanément. Qu'on s'en rende compte ou pas, qu'on soit généreux ou pas, qu'on soit altruiste, qu'on aime rendre service ou pas, quand on fait un effort et qu'on dépense de l'énergie à l'extérieur, en fait, bien souvent, on attend un retour. Et donc, il y a une attente énergétique, il y a un poids énergétique d'une attente. Et parfois, faire beaucoup de choses pour les autres, c'est vraiment les mettre en dette. C'est pas si simple de le sentir, mais il y a vraiment un mouvement comme ça qui est très énergétique de toujours tout faire pour les autres sans même que parfois ils aient demandé quoi que ce soit. Et derrière leur reprocher, ce n'est pas possible de faire ça. La personne en face va mettre une fin de non-recevoir en disant non mais attends, tu es en train de me reprocher des efforts que tu as faits dont je ne suis même pas au courant et que je ne t'ai pas demandé et tu viens me reprocher ça, mais ça va pas. Et la personne, il y a quelque chose de très juste en fait dans cette réaction. On ne peut pas exiger de quelqu'un un retour sur quelque chose qu'il n'a pas demandé. On ne peut pas exiger un retour en fait de toute façon. Euh, un effort invisible, c'est par exemple euh, avoir envie, je sais pas, de traîner après le travail, d'avoir une demi-heure de battement entre le moment où on quitte son travail et le moment où on rentre chez soi. De s'arrêter au bord de la mer ou de s'arrêter dans un parc ou d'aller boire un café tout seul pour laisser redescendre la journée. C'est quelque chose d'hyper important pour soi. Et ben, pour faire plaisir à ses enfants, à son mari, à sa femme, voilà, pour, euh, pour être présente, etc., pour la personne qui vit avec nous, on va décider tout seul de rentrer, en fait. De dire, ben, en fait, c'est quand même important de rentrer. C'est pas cool de prendre une petite demi-heure pour moi et de laisser tout le monde se démerder. Je vais rentrer. Mais tout ça en disant jamais rien. Donc là, il y a un effort de fait parce que il y a une manière de s'interdire, entre guillemets, ou de choisir, en tout cas dans un premier temps, de faire un choix, de ne pas euh, faire ce qu'on aurait naturellement envie de faire pour faire plaisir aux autres. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais jusqu'au jour où, peut-être un jour, à force de faire cet effort, où on va être clair que les personnes qui sont à la maison quand vous arrivez n'ont absolument aucune connaissance de ça, ne savent pas que c'est quelque chose que vous avez envie de faire en sortant du boulot, ne savent encore moins que vous vous en empêchez pour eux, alors qu'ils ne sont pas au courant. Mais ça va vous coûter en fait, jour après jour. Vous allez quand même le faire avec le cœur, c'est pas le problème, mais ça va quand même vous coûter jour après jour. Et si un jour vous demandez un service ou quelque chose à votre conjoint qui va vous dire oh non, ça m'embête parce que quand même j'ai ça que j'aimerais faire pour moi et là ça m'arrange pas, vous allez péter un câble. En mode oui, moi ça fait X années que moi aussi j'aimerais bien prendre du temps pour moi le soir en rentrant du boulot et que je le fais pas. Et pour une fois que je te demande un truc, et ça va partir en vrille sur une incompréhension totale. Pourquoi? Parce qu'il y aura eu un effort invisible de fait. Et l'idée, c'est pas de venir quémander, dire t'as vu comment je suis gentille, t'as vu comment je fais plein de trucs pour toi, pour que l'autre dise ah bah oui, vraiment, t'es formidable. Mais quand vraiment il y a un effort invisible, c'est important parfois de souligner, de dire à la personne tu sais que j'ai entendu ce truc-là et que j'en tiens compte. Je vous donne un exemple. Moi, je suis super tactile. Je fais facilement des bisous, des câlins. Je mets au minimum la main sur l'épaule quand je dis bonjour à quelqu'un. Et j'ai cet élan très très spontané en fait, de prendre les gens dans mes bras, de faire la bise. Et j'ai un ami, ça fait 20 ans que c'est mon ami, euh, qui supporte pas ça. Il est pas tactile, s'il pouvait se passer de faire la bise, ce serait bien, mais alors la main sur l'épaule et le câlin, très peu pour lui. Et dans ma spontanéité, souvent, je mets ma main sur son épaule comme à n'importe qui, et je sens en fait dans son corps un mouvement de recul, une petite crispation. C'est pas violent non plus, c'est pas du, il met pas un coup de bras pour dégager ma main, mais je sens que il y a un truc qui le gêne. Donc, quand je le vois, je réfléchis à ça et je fais l'effort de ne pas
être dans cette spontanéité-là. Pourquoi ? Parce que je sais que lui, ça le met mal à l'aise et que l'idée, c'est pas de lui imposer ce que je suis et de le rendre mal à l'aise en disant mais moi j'en ai rien à foutre que toi t'aimes pas ça, moi j'aime ça, je le fais, point barre. C'est un choix que j'ai fait. J'aurais aussi très bien pu lui dire bah écoute, on est potes, tu m'aimes comme ça aussi, comme moi je t'aime comme ça, mais moi je vais te faire je te prends dans les bras quand je te dis bonjour, et puis bah écoute, tu serres les dents, tu fais avec, ça pourrait aussi, c'est pas le problème. Encore une fois, il y a pas de réponse universelle et il n'y a pas de qui a tort et qui a raison. J'ai choisi, moi, de retenir cet élan-là. Mais vous imaginez bien que ce mec-là, mon pote, lui, il peut même pas imaginer que c'est un effort de pas toucher les gens quand on leur dit bonjour, puisque lui ne le fait pas et ne supporte pas qu'on le fasse. Donc à quel moment il va se rendre compte que à chaque fois que je le vois, je fais un effort? Il peut pas le savoir. Et donc si un jour, euh, euh, je sais pas, je lui dis je suis pas bien, j'aimerais bien un câlin, et qui me dit oh là, mais tu sais que je suis pas tactile, je vais quand même pas te faire un câlin. Bah moi je pourrais péter un câble en disant putain mais t'es sérieux? Moi je suis tactile, moi je fais des efforts tout le temps pour justement respecter ça. Est-ce que tu pourrais toi aussi et être fâché en fait qu'il ne le fasse pas? Bah c'est pas juste du tout en fait, c'est pas juste du tout. Par contre, de temps en temps, ça m'arrive de lui dire est-ce que tu as vu quand même, est-ce que tu as remarqué que je fais hyper attention et que je fais attention de ne pas poser ma main sur ton épaule quand je te fais la bise? Ah bah non, j'avais pas remarqué, mais bah merci de le faire. Voilà, comme c'est juste posé. Et il y a des jours où je vais lui dire, bon, écoute, là, ça fait trop longtemps que je me retiens, je fais tout plein d'efforts pour pas trop te faire chier avec mon côté tactile. Là, aujourd'hui, c'est toi qui vas faire un effort et je le prends dans mes bras. Et finalement, c'est des choses qui sont posées. Alors, ça va pas moins le déranger, hein, parce qu'il aime pas ça. Mais c'est cette communication sur des petites choses. Là, je fais exprès de donner des exemples qui sont tout simples. Euh, mais parfois, ça peut vraiment être le point de départ d'engueulade et on comprend pas ce qui se passe alors que c'est un truc aussi bête que ça, aussi simple que ça. Je vais vous donner un autre exemple. Au tout début où j'étais avec mon mari, il avait un appartement et j'étais venue manger chez lui. Et il avait sorti les yaourts après manger, et c'était des yaourts avec des morceaux. Je déteste les yaourts avec les morceaux. Mais j'ai rien dit, j'ai juste enlevé les gros morceaux de fruits qui me dégoûtent là dans le yaourt, je les ai mis dans mon assiette et j'ai mangé mon yaourt. Le yaourt est très bon, c'est juste que j'ai enlevé les morceaux. Et puis, dans les débuts, comme parfois les débuts peuvent être un peu chaotiques parce qu'on apprend à se connaître, parce qu'on s'ajuste, etc., on était en train de se prendre la tête pour je sais pas quoi, et il m'a reproché en me disant mais tu te rends pas compte, moi je fais tout pour toi depuis qu'on est ensemble, jusqu'au tu remarques même pas, mais même quand je vais faire des courses, en fait je me préoccupe de toi et de ce que t'aimes et de ce que t'as besoin. Est-ce que t'as vu que t'as même pas remarqué que j'achetais des yaourts sans morceaux maintenant et que je les fais que pour toi? Bah non, j'ai pas remarqué. Et en fait, il est venu me reprocher d'avoir acheté des yaourts sans morceaux pour moi, que lui, il préfère les yaourts avec les morceaux et qu'il l'a fait que pour moi. Et ben, je lui ai dit qu'il était trop con en fait. Alors, encore une fois, je dis pas que j'ai raison, et moi, c'est ma manière un peu cash d'être, mais je lui ai dit, c'est adorable d'avoir été attentionné, d'avoir vu ça, de m'avoir acheté des yaourts sans morceaux, mais déjà, pourquoi toi, tu t'es privé? Est-ce que je t'ai demandé de te priver, de m'acheter des yaourts pour moi, et toi, de pas t'acheter les yaourts avec des morceaux parce que tu préfères? Et il aurait tout aussi bien pu s'acheter ces yaourts que lui, il aime, en acheter un paquet pour moi en me disant, bah tiens, regarde, j'ai acheté des yaourts sans morceaux pour toi. Et j'aurais dit ah merci t'es trop mignon et voilà et c'est pas le problème de faire un effort invisible dont l'autre n'a pas conscience. Là où ça va devenir problématique, c'est quand un jour on va le lui reprocher. Donc c'est toujours important de voir que il y a vraiment des efforts invisibles mélangés aux évidences et au fait qu'on prend les choses très personnellement. Là ça renvoie plutôt aux accords Toltec, mais j'y reviendrai. Le combo de tout ça va faire que ça peut venir mettre vraiment de l'incompréhension, de la tension relationnelle qui pourrait être désamorcée en apprenant à avoir ce regard-là et à avoir ça dans un coin de la tête. Alors parfois ça n'empêche pas hein, le clash, mais c'est de pouvoir redescendre un petit peu parce qu'on va comprendre ce qui se passe. Et là on va arriver sur la dernière clé qui est comprendre, ce n'est pas accepter. Comprendre que l'autre a ses enjeux, que l'autre a 50% de la responsabilité dans ce qui est en train de se passer.
ça ne veut pas dire accepter. On peut comprendre que quelqu'un qui est agressif, qui est tout le temps en train d'envoyer chier tout le monde, qui est tout le temps sur la défensive, qui se comporte de manière autoritaire et qui fait chier le monde ou je ne sais pas quoi, on peut imaginer que si cette personne en est là, elle a dû en prendre plein la gueule à un moment donné dans sa vie. Et on peut comprendre que c'est sûrement pas directement contre nous, parce que visiblement il fait ça avec tout le monde en fait, et qu'il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui, enfin moi c'est vraiment souvent quelque chose que je sais pas ce que les gens ont traversé pour être sur la défensive comme ça, ou pour être agressif comme ça, ou pour être triste comme ça, ou pour être tout le temps en train de sourire alors que c'est pas possible d'être linéaire et de se dire mais est-ce que cette personne-là cache pas une énorme tristesse, etc. Bon, ça c'est peut-être ma déformation un peu professionnelle de toujours aller chercher en dessous, mais il y a ce truc de se dire waouh, je sais pas ce qu'ils ont vécu, mais pour en être à des comportements aussi destructeurs ou autodestructeurs ou les deux, ça doit être chaud. Mais de comprendre qu'il doit sûrement se passer quelque chose pour l'autre, à aucun moment ça ne justifie d'accepter un comportement qu'on ne trouve pas acceptable. Et encore une fois, un comportement qui, toi, va te paraître inacceptable, va être la moindre des choses pour quelqu'un d'autre. Donc, personne n'a tort, personne n'a raison. Tu vas vraiment en avoir ras-le-bol de m'entendre dire ça, mais c'est tellement important. Donc, se mettre à la place des autres, comprendre qu'il y a sûrement des enjeux qui nous échappent, qui nous appartiennent pas, qui ne nous regardent pas, sur lesquels on n'a de toute façon pas la main parce que c'est dans l'histoire de l'autre. Parce qu'il y a ça aussi, de vouloir prendre 100% de la responsabilité en voulant sauver l'autre, aider l'autre, lui éviter de souffrir, etc., etc. C'est là où on s'épuise et où on se met 100% responsable de l'autre en étant dans le sauveur. Ça fait très écho au triomphe de Cartman, si tu connais. Je ferai aussi un épisode sur cet outil-là, qui est une grille de lecture hyper intéressante. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment important d'avoir en tête que presque les 4 clés viennent t'aider à comprendre, et la cinquième clé vient te dire que comprendre, ça ne veut pas dire qu'il faut faire avec et accepter en fait. Tu peux aussi dire, je comprends qu'il y a sûrement des choses que c'est important pour toi, que ça se passe comme ci, comme ça. J'entends, il n'y a pas de problème et je te demande pas de faire différemment. Par contre, moi, c'est intolérable. Donc là, par contre, je vais partir ou moi, je vais pas le faire de cette manière-là, etc. Mais de pas exiger que l'autre change et refuser de changer pour les autres sur des points qui sont non négociables pour soi en fait. Donc ça amène vraiment un grand recul de comprendre, mais attention de ne pas tout accepter sous prétexte qu'on est compréhensif et de se positionner finalement en sauveur. Donc voilà les 5 grandes clés que je vais te récapituler. Donc on a les faits sont neutres, de faire très attention aux évidences et de bien penser à mettre des mots là où il y a des évidences, de faire attention aux efforts invisibles, de ne pas en tenir, de ne pas exiger un retour sur un effort invisible et de ne pas s'épuiser à faire un effort invisible dont l'autre n'a peut-être même pas besoin. Ne pas perdre de vue que la responsabilité dans ce que tu traverses et surtout dans la manière dont tu vas la traverser, c'est 50-50. Je pense toujours à Jack Sparrow quand j'ai cette clé-là. Dans Pirates des Caraïbes, il dit le problème, c'est pas le problème, c'est ta réaction face au problème. C'est exactement ça. Et enfin, la cinquième clé, comprendre les choses permet de prendre du recul et de s'apaiser, mais ça ne veut absolument pas dire qu'il faut accepter. Voilà, j'espère que ces 5 clés, ou peut-être même une, aura fait écho, aura fait tomber un jeton, ou que tu te seras dit waouh, ça c'est un truc qui va me rester dans la tête, et que dans ton quotidien, dans les petites et les grandes choses, ce sera quelque chose sur lequel tu pourras t'appuyer. Comme d'habitude, si tu as des questions sur ces sujets-là, s'il y a une des clés que tu n'as pas bien compris, que tu voudrais pouvoir approfondir, n'hésite pas à me poser des questions. S'il y a des questions qui reviennent beaucoup, je pense que je dédierai carrément un épisode à la réponse. Sinon, je pourrais aussi répondre comme ça. Et si vraiment tu veux aller plus loin, si toi aussi tu veux apprendre à communiquer autrement, à communiquer avec authenticité, à mieux te connaître pour pouvoir le faire, apprendre cette manière de d'oser déborder pleinement qui tu es et d'oser prendre la place qui est la tienne sans te faire tout petit ou toute petite, sans non plus avoir besoin d'écraser tout le monde pour avoir la sensation d'exister, mais pour trouver ta juste place et laisser déborder pleinement finalement ta personnalité et ton côté unique. Ben écoute, tu peux me contacter et on peut travailler ça ensemble en individuel ou sur des ateliers de groupe quand ça correspond à ce dont tu as besoin. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains.
Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.